Procedo est heureux de vous présenter Parcours. Bonjour, bienvenue dans Parcours. C'est votre émission qui vous permet de découvrir la vie des professionnels, des acteurs de la sécurité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laurent Victor, directeur sécurité et sûreté chez Muséum national d'histoire naturelle. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur le plateau d'A-News Sécurité. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation, c'est très gentil. Vous êtes jeune, mais 35 ans déjà d'expérience en matière de sûreté, de management et de gestion, bien évidemment opérationnelle, mais aussi commerciale. Ce sera intéressant, on va le souligner tout du long de cette émission. D'abord, d'où êtes-vous originaire ? Je viens du centre de la France, un petit village qui s'appelle Trinquelin, qui est dans le Morvan. D'accord. Vous y êtes resté longtemps ? Non, il doit avoir une vingtaine d'âmes. Ah. Et au fur et à mesure des années, les âmes ont tendance à disparaître. D'accord. Voilà, mais j'y retourne régulièrement et c'est vraiment un coin qui est reposant. Donc vous avez fait vos études Non, parce que je suis parti relativement jeune. Je suis parti dans le Maine-et-Loire. Ouais. Et puis après, les mutations professionnelles de mes parents ont fait qu'on est arrivé à Paris. D'accord. Où je suis resté 35 ans et où là, j'ai quitté pour la région lyonnaise. Et finalement, je suis revenu pour y travailler régulièrement. Des parents mutés parce que dans... Fonctionnaires. Ouais. Et puis... police, gendarmerie ? Non, du tout. Pas du tout. Du tout. Je suis le seul à avoir fait de la gendarmerie ou de la police ou l'armée. Et je pense que je serai le seul encore. Peut-être que mon fils... Mon fils est très attiré vers tout ce qui est RAID, BRI, GIGN. Voilà. Donc, bon. Alors justement, gendarmerie, c'est en 1985 que vous l'intégrez ? Oui, parce que à l'époque, une époque que vous avez connue et que les plus jeunes, les moins de 20 ans n'ont pas connue, le service militaire était obligatoire. Exact. Et donc, il fallait se dégager de ces obligations militaires pour pouvoir être embauché. Donc moi, j'ai dit, je veux bien aller faire mon service militaire, mais je veux être utile à la population. Ouais. Donc c'était pompiers, gendarmes. Les policiers n'existaient pas à l'époque pour le service militaire. D'accord. Ça a été les gendarmes. Puis finalement, je suis resté parce que j'ai vu qu'on pouvait faire de la police judiciaire. 15 ans. Et je suis resté 15 ans. Enquêteur criminel à la gendarmerie. Alors c'est donc des investigations, des enquêtes, des filatures. Absolument passionnant, ce qu'on voit tous dans les séries télé, entre autres. Quand je raconte cette partie de ma vie, souvent, je dis aux gens, quand j'étais petit, je jouais aux gendarmes et aux voleurs. En fait, une fois grand, j'ai continué et j'ai trouvé ça très drôle et c'était effectivement très intéressant et très... Jamais on refait un métier comme celui-là et je pense que les policiers ou les gendarmes qui passent ici vous le rediront tous, ce que l'on vit à ce moment-là, ce que l'on voit, puisqu'on rentre dans des endroits où personne ne peut rentrer. Et vous êtes face à des gens qui sont dans des situations soit de victimes, soit d'auteurs. Vous n'avez pas la population gérée normale, bien souvent. Et donc, forcément, ça vous touche d'un côté ou de l'autre, parce que quand vous interpellez des gens à 6 heures du matin et que vous savez pertinemment qu'ils vont partir en prison parce qu'ils ont fait un vol à main armée ou du trafic des stupes, parce que c'est ce que je faisais, et qu'il y a deux enfants qui ont 7-8 ans, vous savez très bien qu'ils ne vont pas les revoir avant un certain temps. Et ça... c'est compliqué. Ouais. Quelle était votre plus belle enquête ? Alors, il y a deux choses qui me restent quand je repense à ma carrière de gendarme. La première, c'est que quand j'ai fait mon service militaire, à une époque, j'étais le chauffeur du commandant de compagnie de gendarmerie d'Orléans. Ouais. Et un soir, il m'appelle à 21h. Un homme hyper gentil. Et ce jour-là, quand il m'appelle, il me parle sur un ton qui sortait de l'ordinaire. Et tout de suite, j'ai compris qu'il y avait quelque chose. C'était dur, sec. D'accord. C'est bizarre, j'arrive pour le récupérer. Et alors d'habitude, je récupérais soit lui, soit un de ses deux adjoints. Ouais. Et là, les trois sont là. Et là, il y a quand même quelque chose qui... Et en fait, il y a un loup. Et le loup, en fait, c'est Action Directe, qui vient d'être interpellé à Fay-aux-Loges, Vitry-aux-Loges. Et en fait... il y va parce qu'il est quand même le patron de la gendarmerie du secteur. Et on arrive là, il y a la police, il y a à l'époque c'est l'anti-gang, ça s'appelle comme ça. Et donc il y a les 4 personnes d'Action Directe qui sont là, dont je voyais la photo tous les jours dans les gendarmeries. Ouais. Et que j'aurais croisé dans la rue, je leur aurais donné du feu, parce qu'ils étaient méconnaissables, parce que ça faisait un certain temps qu'ils n'avaient pas été interpellés, donc on ne pouvait pas savoir vraiment... voilà. Donc ça, c'est un moment très fort. Et puis, joyeux. Joyeux, oui, parce que
C'est une réussite pour les policiers, c'est une réussite pour tout le monde, parce que de toute façon, il fallait que ça s'arrête. Ils étaient rentrés vraiment dans une voie qui était sanguinaire. Et si on doit parler des moments plus difficiles, psychologiquement parlant, qu'est-ce qui vous a le plus touché ? J'en parle parce que justement, vous avez également fait de la formation de jeunes gendarmes, on va en parler d'ici quelques instants, mais vous, personnellement, qu'est-ce qui vous a le plus touché dans ces 15 ans d'enquête, de filature, j'imagine, des morts, des copains qui reviennent pas, parce qu'ils sont partis avec la moto faire un contrôle routier, et puis vous apercevez, vous apprenez sur les ondes que votre copain avec qui vous avez bu l'apéro la veille au soir, en fait, vous le reverrez plus parce qu'il a eu un accident de moto. Ça, c'est les moments difficiles. C'est les moments où vous dites, je peux bien y passer moi aussi. Ça aurait pu être moi. Alors justement, cette gestion psychologique, quand on fait de la formation de jeunes gendarmes, on doit les mettre face à ces réalités également. C'était une de vos missions. Oui, alors cette mission était un petit peu particulière. J'avais des jeunes gendarmes qui allaient passer l'OPJ. Donc, ils avaient déjà un certain nombre d'années. C'est-à-dire que moi, je les avais pour que l'on puisse leur donner quelques techniques, qu'ils n'oublient pas un acte de procédure tout simple, qu'ils n'oublient pas un article, parce que si la pièce de procédure est vissée, le reste tombe et du coup, c'est compliqué. Donc, j'avais pas des jeunes gendarmes. J'avais des gendarmes qui avaient déjà une certaine expérience et qui allaient effectivement partir pour passer l'examen au PJ. Voilà. Alors, on arrive en 2000, et là, c'est le grand saut. Vous passez dans le privé. D'abord, pourquoi vous passez dans le privé ? J'étais rentré pour faire de la police judiciaire, et je considère qu'on ne fait bien que ce que l'on aime. Et puis, l'époque était autre que celle d'aujourd'hui, où quand on veut faire de la police judiciaire chez les gendarmes, on reste faire de la police judiciaire. À l'époque où j'y étais, c'était pas possible. Quand on changeait de grade, une fois sur deux, on se retrouvait dans une entité, dans une mission qui n'était pas celle qu'on avait choisie. Et donc, moi, je me retrouvais normalement à commander une brigade de motards, je ne sais où. Donc, j'ai dit, moi, je préfère partir. D'accord. Donc, je suis parti sans haine ni violence. Comme dirait Spadjari. Comme dirait Spadjari. Et comment se passe ce transfert ? Est-ce que vous êtes épaulé ? Est-ce que c'est un travail que vous faites en solo, avec les réseaux, La décision est solo. La décision est solo, parce que ensuite, la gendarmerie a une structure. Elle débutait, cette structure. Aujourd'hui, elle tourne, très bien. Vraiment bien. C'était le début. Moi, je suis dans les premiers à avoir bénéficié de cette structure qui accompagnait. Et puis, ça m'a permis aussi d'aller dans un endroit où il y avait déjà des gendarmes qui, eux, avaient déjà vécu le passage et qui tout de suite m'ont dit, alors voilà, la gendarmerie, c'est ça, le privé, c'est ça. Il y a des choses, tu ne vas pas retrouver les choses et il faudra faire attention à telle et telle chose. Donc ça a été relativement facile. Est-ce qu'il y a dû avoir également des formations ? Parce que quand on passe dans le privé, on doit apprendre aussi des choses, même si on vient de la police ou de la gendarmerie. Comment ça se passe ? Parce que vous intégrez en 2000 et vous restez 4 ans chez Géodis. On va détailler un petit peu vos missions là-bas. Mais en même temps, il faut se former. Alors, les 2 premières années, je fais le job qui est demandé. C'est du job d'enquête, parce que le fameux tomber du camion, c'est pas que dans le on-dit. Donc le job, c'est ça. Parce que vous travaillez sur la disparition de colis, par exemple, entre autres. Colis, même de camions complets. D'accord. Voire de wagons SNCF. Il y a des gens qui voient grand. Voilà, tant qu'à faire. Et du coup, je me rends compte que rapidement, moi je savais dans ma vie professionnelle que je voulais faire du management, faire de la direction. Donc rapidement, je comprends qu'il me manque des choses, que ça c'est bien, ça va me nourrir, je m'entends bien avec tout le monde, c'est super. Mais je sais qu'il faut que je fasse autre chose. Donc là commencent les formations. Et je m'engage sur 7 ans de formation. Enfin, à l'origine, je pars pour 4 semaines, et en fait ça dure 7 ans. En plus du travail, pendant les vacances, les jours fériés, les week-ends, le soir. Et vous êtes encore marié. Et je suis encore marié. C'est vraiment un chapeau pour le coup. Mais je passe divers diplômes qui sont des diplômes hygiène, sécurité, environnement, incendie, malveillance. Je passe un diplôme d'ingénieur conseil en sûreté et malveillance dans l'entreprise. Je fais des formations sur la partie financière parce que j'ai aucune notion de budget. Bien sûr. Donc vous ouvrez votre spectre de connaissances. Voilà.
D'accord. Et là, je suis recruté par TNT. Alors, juste pour terminer sur cette époque 2000-2004 chez Géodis, où justement on enquête sur des disparitions de colis, c'était donc au début du siècle. Quelles sont les nouvelles technologies de l'époque qui vous ont aidé? Il y en avait déjà Oui, on avait déjà des caméras qui apparaissaient, des caméras sans fil. D'accord. Et c'était vraiment bien pour nous parce que ça permettait effectivement de pouvoir rapidement poser une caméra sans la cacher forcément, puisque c'est interdit, il faut déclarer et tout, mais de mettre une caméra. Bon, le seul problème, c'est que on manipulait pas forcément ça très bien. Et en fait, dans le 17e arrondissement, où maintenant il y a le tribunal de grande instance de Paris, porte de Clichy, on avait installé 3 caméras, et les caméras, en fait, on les a manipulées. Elles ont émis un signal qui, en fait, était plus fort que le signal radio du commissariat de police, enfin, de l'APP, et qui couvrait sur une partie du 17e, qui chantait toutes les conversations de la police. Donc, ils nous ont envoyé le véhicule Gogno pour repérer, et à 3h du matin, ils ont repéré nos caméras, ils ont dit, il y a quelque chose ici qui fait que... Et donc, du coup, c'était souvent, c'était ça. C'était les débuts. Ouais, c'était les débuts. On apprenait. On bidouillait un peu, c'était... Alors, vous venez de le dire il y a un instant, après 4 années comme chargé de mission chez Géodis, vous passez dans le groupe TNT comme responsable sécurité sûreté jusqu'en 2013 avec la gestion d'une belle petite équipe, 10 personnes. Donc là, il y a de la protection de biens, mais il y a aussi de la protection de personnes. Oui, c'est-à-dire que c'est protéger effectivement les biens qu'on transporte de nos clients. Oui. C'est effectivement protéger les gens qui sont dans les dépôts et les livreurs, parce que c'est eux qui sont souvent mis pour les livreurs, et on le sait, qui sont kidnappés le temps que les malfaiteurs vident les camions. Donc c'est effectivement mettre des systèmes en place, et là on commence à avoir des beaux systèmes qui viennent, des traceurs qu'on peut mettre dans les colis, les traceurs qu'on peut mettre dans les camions, dans le camion, dans le semi-remorque, et du coup, même s'ils dissocient l'un de l'autre, ça permet effectivement d'avancer, des ouvertures électroniques à distance. Voilà, on remonte le niveau parce que là, il y a beaucoup de systèmes qui sortent, qui existaient certainement quelques années avant, mais qui étaient réservés aux forces de police, par exemple. Vous voyez, et que là, on arrive à avoir des systèmes qui nous aident bien, quoi. Donc là, il y a une espèce de continuum de la technologie qui se met en place. C'est-à-dire que ce qui a été utilisé et validé par les forces publiques arrive dans le privé. Voilà. Et puis, avec nous, on monte, avec le directeur de l'époque de la sécurité chez TNT, on monte un centre de télésurveillance et de sécurité pour l'ensemble, les 120 dépôts de France. Toutes les détections d'intrusion remontent. On check tout nous-mêmes avec des gens en interne. On monte un truc, on était 50 à la direction de la sécurité. C'est-à-dire que c'était une vraie entreprise, elle toute seule. Et on a... Pour le coup, vous parliez commercial tout à l'heure, on a ramassé des clients en quantité industrielle et des clients qui nous confiaient des camions remplis de valeurs, mais on peut en citer, le téléphone de Apple, on en a transporté, des iPads qui sortaient, la veille, le lendemain, on avait des stocks dans nos dépôts et après, il fallait les livrer, donc c'était à protéger. On a transporté des choses pour le ministère de l'Intérieur, on a transporté des choses même... Dernier Tintin qui sort nous est confié comme... avant la sortie officielle. La sortie officielle. Et donc, vous savez, quand on arrive avec le camion pour le livrer à une librairie, vous avez déjà, ou à la FNAC, vous avez déjà 50 personnes qui sont devant, quoi. Donc, c'est original. En 2013, et pendant 3 ans, vous devenez directeur sécurité-sûreté pour Radio France. Là, l'équipe grossit en termes de management, puisque vous avez 120 collaborateurs, avec une réorganisation du service de sécurité, et puis mise en place de la politique sûreté et des procédures. C'était un domaine un petit peu particulier. C'est le domaine des médias, journalistiques. On reçoit des personnalités, on reçoit des stars, on reçoit du public, bien évidemment. Revenons sur ces nouvelles technologies. Pendant cette période-là qui dure 3 ans, quelles nouvelles technologies, justement, là, vous développez, vous mettez en place au sein de cet univers un peu particulier? Alors, univers, effectivement, média, mais effectivement spectacle.
parce que tous les soirs, 1 ou 2 concerts, voilà, et qui amènent beaucoup de gens. On monte une salle de contrôle. Enfin, je conçois une salle de contrôle qui sera en fait ouverte après mon départ. Vous l'imaginez parce qu'elle n'existait pas? Elle n'existe pas. Quand j'arrive en 2013, il n'y a pas une caméra vidéo à Radio France. Incroyable. Pourtant, ils ont plein de caméras pour filmer les gens qui viennent dans les studios, mais... Non, il y avait quelques contrôles d'accès, mais il était pas rare de trouver du public à l'entrée des studios de France Inter ou de France Info. Des politiques tous les matins, parce qu'il y a les 2 matinales, France Info, France Inter. Et donc, on met en place ces systèmes-là. Puis, je mets en place aussi des systèmes avec des téléphones satellites pour que, effectivement, les journalistes soient protégés, puisque les journalistes et les techniciens partent sur des territoires d'opération. Et il faut pouvoir les récupérer à un moment donné si jamais ça se passe mal. Donc du coup, on met ça aussi. C'était la prévision et je crois que ça a été fait par mon successeur, Monsieur Pourcel. Exact, Loïc, qu'on a eu la chance de recevoir justement dans cette émission Parcours. Et une nouvelle mission qui vous est attribuée, enfin en tout cas que vous n'aviez pas précédemment travaillé, c'est la gestion de la menace attentat. Oui, parce que là, on est obligé effectivement de mettre en place les ouvertures de sacs, des portiques, parce qu'effectivement, on est obligé de remonter le niveau de sécurité, puisqu'on sait qu'en France, et malheureusement, ça va se vérifier, on s'aperçoit qu'on est très vulnérable et 2015 arrive ce que tout le monde savait qu'arriverait un jour, mais dans ces conditions-là, c'est quand même assez violent. Et ce soir-là, on a des concerts à Radio France et on n'est pas tranquille. Et ça mitraille sur les terrasses. On se dit, est-ce que ça va pas mitrailler devant ? C'est compliqué. Et puis, quand les gens sortent de leur concert, vous en avez où les téléphones sont restés allumés. Les gens voient ce qui se passe. L'angoisse monte. L'angoisse, parce que vous avez des gens qui savent qu'ils ont peut-être quelqu'un qui habite dans le 10e arrondissement, ou quelqu'un... Ou qui se dit, si on sort, on va se faire... Voilà, ou quelqu'un qui est au Stade de France. C'est compliqué. C'est compliqué, c'est une expérience... Alors, c'est une expérience... En tant que manager, justement, des équipes qui épaulent ces gens qui sortent des concerts Je crois que les gens de Radio France ont une particularité au service de sécurité de Radio France, c'est que c'est des gens qui aiment Radio France comme ils aiment leur propre maison. Et ce soir-là, même s'ils sont anxieux, tous ceux qui sont là disent aux gens, mais ça va aller, vous inquiétez pas. Ils essayent de les rassurer autant qu'ils peuvent, quoi. Et puis ils font le job, quoi. Ils font le job avec le collègue qui s'occupait de la sécurité incendie, Luce Rabillet, où ces pompiers, ces pompiers font aussi le job, quoi, parce que c'est compliqué, quoi. Une belle période. Ensuite, rapidement, vous devenez indépendant comme consultant sûreté, tout en travaillant justement comme consultant pour Axom, pour qui ensuite vous allez travailler pleinement comme conseil en sécurité globale, gestion de risque, sécurité, sûreté, gestion de crise, risk management. Vous êtes également responsable chez eux, audit et formation, mais vous faites également du commercial. Oui. Ça répondait à vos attentes, ça ? D'avoir encore une carte en plus entre les mains? Non, c'est vraiment, c'est arrivé, par hasard. Voilà, c'est par hasard. Et le président directeur général d'Axom que j'avais connu chez TNT, Jean-Jacques Richard, me dit, mais Laurent, vous êtes capable de vendre un téléviseur couleur à un aveugle. Il n'y a rien de péjoratif dans mes paroles, hein. C'est pas méchant, mais c'est l'image. Je dis, moi, vous savez, il me dit, attendez, moi, je vous ai vu vendre du transport sécurisé, je vous ai vu expliquer, il n'y a pas de souci. Et du coup, je me suis lancé sur quelques dossiers, parce que le réseau fait que il y a des gens qui, effectivement, vous recommandent, vous disent, j'ai quelqu'un qui aimerait avoir une prestation comme la vôtre, et donc, du coup, on va vendre la prestation. Et je pense, et ça c'est un pâtissier ou un boulanger, il vous vendra sa baguette bien parce que c'est lui qui l'a faite et c'est lui qui la goûte tous les jours pour savoir si elle est bonne. Et c'est exactement la même chose. Depuis 1 an, vous êtes directeur sécurité-sûreté chez Muséum national d'histoire naturelle. Alors, vous ne savez peut-être pas exactement ce que ça représente. Ça a été fondé en 1793, donc c'est assez historique. Ça regroupe
plusieurs musées, dont le sublime fameux Jardin des Plantes, aussi bien le musée que le zoo, que je vous conseille d'aller voir parce que c'est incroyable, aussi bien architecturalement parlant qu'au niveau des spécimens qui sont exposés, vivants ou empaillés. Mais naturalisés, on dit. Excusez-moi. Les puristes vont vous rattraper. C'est moi qui suis un peu empaillé dans mon langage. Il y a également le musée de l'Homme, le zoo de Vincennes, et un certain nombre de sites en région, entre autres des sites de recherche, parce que ce Muséum national d'histoire naturelle, ça compte quand même 2185 environ employés, dont 500 chercheurs qui forment également des étudiants. Alors, bien évidemment, il y a énormément de visiteurs. On n'est pas loin de 70 millions de visiteurs par an dans les différents sur sites. la globalité, on doit être un petit peu en dessous de ça, mais on est sur... parce qu'il y a aussi la particularité du Musée de l'Homme qui est collé au parvis des droits de l'homme, le parvis des droits de l'homme avec le musée de l'homme et la Tour Eiffel qui est en face. Du coup, ça nous attire quand même beaucoup de monde. Le musée de l'homme. Mais voilà. Et le jardin des plantes, oui, parce que je sais pas, vous connaissez l'histoire du jardin des plantes? Non. Alors, on va faire 2 minutes d'histoire. En 2 minutes, alors 2 minutes. Le roi a besoin d'être soigné régulièrement. Ouais. Et donc, il dit à son médecin, docteur, il faut que tu me soignes. Le docteur il dit, OK, je veux bien, mais moi, il me faut des plantes, il faut que j'aille les chercher partout en France, c'est compliqué. Ce qu'il faudrait, c'est que j'ai un jardin à côté du palais, comme ça, je fais pousser les plantes. D'accord. Et je peux vous soigner. Et donc, le jardin des plantes a été créé à ce moment-là. Et donc, du coup, le médecin du roi a mis des plantes. Et puis, ça s'est étendu. Puis, on y a mis les animaux, puis les cadeaux qui étaient faits au roi. Et voilà. Alors, dans ce cadre-là, il y a justement la protection des expositions, des différentes collections. Ça, c'est aussi tout nouveau pour vous. Ça doit être assez passionnant de s'occuper de ce type de protection, parce qu'il y a des êtres vivants et il y a des êtres naturalisés. Entre autres, des extrêmement rares qui sont parfois même pas exposés, comme le dodo. Donc, comment ça se déroule, ces nouvelles missions? Alors, la mission, elle est très complexe, parce qu'en fait, je dépends de 3 ministères. La culture, la recherche, l'éducation. Tous les sites du muséum sont des universités. Pour la particularité, si la police veut intervenir dans le jardin ou à l'intérieur du musée de l'Homme, il faut une réquisition. C'est comme une université. Les gens ne le savent pas, on ne va pas en faire la publicité, mais c'est quelque chose de particulier. On a 70 millions de collections. Moi, j'ai découvert qu'il y avait 70 millions de collections le jour où j'ai eu ma lettre de mission avec, de la part du président, et comme quoi j'étais effectivement en charge de la sécurité des collections, et j'ai vu 70 millions. Donc, ça m'a un peu tendu sur le coup. Et puis, en fait, vous appréhendez, vous êtes entouré de scientifiques, vous êtes de gens passionnés, des gens qui font toute leur carrière. Ils étaient étudiants, ils finissent professeurs, et des gens qui vous aident, enfin, qui vous expliquent. Alors après, c'est un peu compliqué, parce que quelquefois, vous leur dites, bah oui, mais ça, vous pouvez plus le faire. Vous pouviez le faire il y a 25 ans. Aujourd'hui, vous pouvez plus le faire parce que les normes ont changé, parce que le danger n'est pas le même. Et donc, quelquefois, il faut faire preuve de beaucoup de pédagogie pour pouvoir avancer. Et puis, la problématique, elle repose sur les mêmes choses. C'est-à-dire que problématique d'incendie, vous avez les collections qui disparaissent, et puis on a le problème de l'urgence attentat, éventuellement, enfin de Vigipirate. Et là, c'est quand même un sujet. On a la grande galerie de l'évolution, on reçoit 12 millions de personnes par an. Vous voyez, ça fait du monde. Voilà. Il faut qu'on aille vite parce que le temps passe à une vitesse dingue. Je voulais juste vous demander comment se passe le continuum dans ce cadre-là, l'échange, les contacts. Est-ce qu'ils sont privilégiés justement avec les forces régaliennes? Je suis obligé et je travaille et c'est un plaisir parce qu'en fait, ils sont tous les sites que j'ai en région ou j'ai à Paris, dès que j'appelle les commissariats ou les gendarmeries, ça passe tout seul. Les gens comprennent bien les contraintes. Et puis les lieux sont quand même emblématiques. Donc j'ai pas de souci. Ça représente la France aussi. J'ai pas de souci. On fait des exercices incendies. On fera très certainement un exercice attentat avec la BRI ou avec le RAID. Donc voilà, ça se passe toujours très bien. Et vous nous appelez ce jour-là, qu'on vient de filmer.
Juste avant d'aborder le futur, votre vision du futur du métier, en préparant cette émission, on a pas mal discuté. Vous m'avez dit que vous vous occupez également de la protection des chercheurs, des scientifiques qui partaient à l'étranger. Justement pour étudier des plantes, des animaux, et entre autres qu'on a 2 Français qui sont les spécialistes mondiaux des gorilles. Oui. C'est vrai qu'on en trouve peu, même dans le sud de la France, donc ils sont obligés de partir, entre autres en Afrique, oui, d'ailleurs en Afrique seulement. RCA. À RCA, exactement, où il y a une réserve magnifique, Oui. Mais dans d'autres pays pour étudier d'autres animaux. Et justement, comment on procède là pour la protection en fait, il monte un dossier où en fait, il me demande mon avis sur le déplacement. Moi, j'évalue avec les services régaliens, avec les services spécialisés, avec des contacts que j'ai à droite à gauche, en lisant l'actualité des différents pays ou l'actualité anglophone, parce que souvent l'actualité anglophone reprend ce qui peut se passer, par exemple en Afrique, et du coup ça me permet d'évaluer le risque et de dire bon ok, on les envoie. Si jamais il y a un problème, on fait comme tous les autres. On passe par la cellule internationale du ministère des Affaires étrangères, on leur dit il se passe quelque chose dans le pays. Moi j'ai 2 personnes là-bas alors eux le savent parce que les gens s'enregistrent, vous savez, sur Ariane. Ouais. Donc, ils arrivent à checker. Et là, eux nous donnent les directives toutes les 6 heures ou toutes les 4 heures en fonction. S'il faut les rapatrier oui, ou leur donner un lieu de rendez-vous pour essayer de les retrouver. Oui, bien sûr, parce qu'ils sont en pleine forêt avec les gorilles. Voilà, on ne les retrouve pas tout de suite, à moins d'avoir plein de bananes. Mais est-ce que parfois, vous les faites accompagner par Non, parce qu'en fait, sur place, bien souvent, dans les endroits où ils vont, c'est souvent des réserves où le WWF est présent, où les États ont mis une protection en place, et du coup ça marche bien, et donc ils s'occupent très bien. Donc on n'a pas besoin, c'est safe. Okay, oui. Et puis il faut quand même, mis à part dans quelques pays, on n'y va pas pour remettre en question la venue de l'homme sur Terre. On y va pour entretenir effectivement la faune, la flore. Donc en fait, on est quand même plutôt bien reçu, quoi. Pour terminer votre parcours, 2 questions sur votre vision du futur de votre métier de directeur sécurité, sûreté et incendie. Comment vous pensez qu'il va évoluer dans les années à venir ? Alors, il a beaucoup évolué depuis... moi, ça fait 35 ans que je travaille et j'ai fait plus de temps à l'extérieur de la gendarmerie que dans la gendarmerie, et je l'ai vu évoluer. La sécurité est devenue une pierre angulaire parce que finalement, on est rentré dans la légalité pour plein de choses en France. Et du coup, on s'aperçoit que si un truc n'est pas fait en sécurité ou en sûreté, eh bien, du coup, ça passe pas. Ça renvoie les gens, les dirigeants devant les tribunaux. Donc, en fait, le directeur sécurité, il a déjà pris beaucoup de place, mais il en prend encore plus parce que la moindre chose que l'on veut faire dans un bâtiment, dans un établissement, on est obligé de passer par le directeur de la sécurité. Et finalement, ça devient pratiquement le point d'entrée. Il est incontournable. Incontournable. Il va le rester. Il va le rester. Il prendra encore plus de poids. Ouais, il prendra plus de poids parce que la législation. Je vais vous donner un exemple qui est flagrant. La loi de juin 80 pour les ERP, elle vient où il faut effectivement mettre des choses pour éviter les incendies et choses comme ça. Elle vient du 5-7 en 72 à Grenoble. La sûreté commence à prendre de l'ampleur parce qu'il y a eu les attentats de 2015. Donc, vous voyez, on est en train de... Il y a des déclencheurs qui font que ça fait avancer. Pour terminer, les nouvelles technologies que vous attendez le plus pour vous aider dans votre métier autour justement des musées, des animaux Je pense qu'on gagnerait en efficacité si on pouvait utiliser dans des services sécurité les drones, et ça devient compliqué. Moi, aujourd'hui, au jardin, j'ai 43 hectares à surveiller. Ah oui. Si je pouvais me faire assister par un drone... Ouais. Il se passe quelque chose, il y a un déclenchement quelque part parce qu'il y a quelqu'un qui est rentré en pleine nuit dans le jardin. Si j'ai un drone qui décolle avec une caméra thermique, je vais gagner un temps formidable. Bien sûr. Formidable. Aujourd'hui, je peux pas. Ça coince. Ça coince parce que c'est une problématique où le Conseil d'État a dit non parce que c'est une atteinte à la vie privée. On ne sait pas trop où ça filme. Voilà. Ma question traditionnelle de fin, qu'est-ce qui vous fait encore courir, Laurent ? Je pense que je suis rentré tout petit, tout jeune, dans la gendarmerie pour protéger les gens, protéger les autres, protéger la France. Je pense que ce qui me fait courir encore, c'est de protéger les miens,
Et quand je dis les miens, c'est tous les gens qui m'entourent. Et je pense que quand on a ça, on s'arrête jamais. On s'arrête parce qu'un jour, il faut vraiment s'arrêter parce que physiquement, on ne tient plus. Mais moi, c'est ça qui me fait courir. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Je vous remercie. Sécurité. Voilà, merci à Dream Team Agora, entre autres Benjamin Souhaité, Soline Cuil, Virginie Ecadieux, Camille Broussoulou et Léade Matos, à la préparation de cette émission. À très bientôt pour un autre parcours. En attendant, prenez soin de vous. Ciao. Procedo a été heureux de vous présenter Parcours.